Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur Odeon Télévision et Diaspora FM, deux médias qui émettent depuis l'espace Afrique Sievra et qui co-organisent cette émission Matin d'Eden qui démarre avec la revue de une des journaux Koneï Haïtien. Bonjour. Bonjour, tranquillin à 4 Benontin. Mesdames, Messieurs, bonjour. Les dieux de la technique étant avec nous aujourd'hui, on va suivre le point complet de l'actualité vue par les canards parus ce jour et parvenus à la rédaction d'Eden Télévision. Mercredi 1er juin 2016, mesdames, messieurs, bienvenue. C'est la revue des titres. Ce matin d'Eden, on commence par la une du quotidien Le Matin. Sensibilisation sur la relance de la filière coton au Bénin. L'AIC et les producteurs de Kouandé pour le nouveau départ. L'information est à lire en page 3 du journal. Exclusion des États dans la section des fédérations nationales de football. La FIFA accorde un passe-droit à l'impunité, écrit ce matin. Le matin, quelques détails. La FIFA, dans l'idée de sortir les fédérations nationales des influences politiques des États, a disposé que la gestion des fédérations soit sortie de l'emprise des pouvoirs publics. En ce sens, écrit le quotidien, elle refuse que les États s'ingèrent dans le fonctionnement des fédérations nationales. Ce faisant, l'instance fêtière du football mondial a accordé un chèque à blanc à des opportunistes en Afrique. Retrouvez l'intégralité de l'article en page 2 du quotidien Le Matin qui, au même plan sport, écrit rencontre des acteurs du football béninois avec le ministre Oswald Omeki, un protocole d'accord pour sauver un secteur en agonie. C'est à lire aussi en page 6 du quotidien Le Matin. L'affiche du jour revient sur un sujet de grande préoccupation, les réformes politiques et institutionnelles en cours, révision de la Constitution et la question du mandat présidentiel unique vers la remise en cause de la souveraineté du peuple par la rupture, une interrogation à retrouver à la une du quotidien. L'affiche du jour vers la remise en cause de la souveraineté du peuple par la rupture. L'affiche du jour reste toujours sur le plan politique et écrit redéploiement des forces des gardes de corps des députés. Oumbedi fait plier Saka Lafia et candide à Zanaï. Redéploiement des gardes de corps des députés. Oumbedi fait plier Saka Lafia et candide à Zanaï. C'est allé en page 5 du quotidien. L'affiche du jour. La nouvelle tribune. La nouvelle tribune de ce mercredi matin, déficit chronique d'eau potable à Parakou, nécessité de sauver le projet de 16 milliards de la BOAD. Les populations interpellent le gouvernement et le conseil communal. L'eau potable est une denrée précieuse pour la suivi humaine dans la ville de Parakou. Sa rareté en fait presque une question de développement. C'est pour remédier à cette situation que le projet Parakou Eau 2045 a été initié mais depuis quelques semaines. Des détails apportés par le journal. Ce projet est bien en souci du fait que le gouvernement n'apporte certainement pas les soutiens qu'il fallait. Retrouver l'intégralité de l'article en page 10 du quotidien La Nouvelle Tribune. Résolution de la crise au sein du football béninois, écrit également La Nouvelle Tribune. Le ministre Omeki réussit un grand exploit. Le ministre Omeki réussit un grand exploit. Personne n'a réussi depuis le début de la crise au sein du football béninois, a fait asseoir les acteurs pour discuter. Hier, à son cabinet, le ministre des Sports Oswald Omeki l'a fait. Il a pu réunir les trois parties impliquées dans la crise que traverse le football béninois depuis 2010. Le camp à Renvoyebla a été représenté par Augustin Renvoyebla, Idebe Nipo, Faustin Godovo. Le camp à Tolou a été bien envoyé Georges Dalmeda. Retrouvez l'intégralité de l'article en page 3 du journal La Nouvelle Tribune. La Tribune de la capitale. La Tribune de la capitale, un joli titre à sa une. As Porte-Novo Cotonou, les forces de sécurité en insécurité. As Cotonou Porte-Novo, donc les forces de sécurité en insécurité. Écrit ce matin la Tribune de la capitale qui nous rapporte également les activités ou l'actualité à l'Assemblée nationale. Le journal met à ça une destitution ou non d'un député pour cumul de fonctions. Le cas Yampabou sur la sellette à l'hémicycle demain. Le cas Yampabou sur la sellette à l'hémicycle demain. C'est à lire en page 3 du journal La Tribune de la capitale. Le confrère de la matinée
consacre sa une à cette rencontre hier entre les différents acteurs impliqués dans la crise au sein du football et le ministre des Sports, Oswald Omeki. Crise à la Fédération béninoise de football et suspension du Bénin. Le ministre Omeki arrache un protocole d'accord. Protagoniste historique, s'exclame le journal. Seulement, la fumée blanche était toujours difficile à percevoir. Le délibéré du juge de Porto-Novo attendu ce matin. La rencontre Bénin-Guinée équatoriale de dimanche toujours hypothéquée. Et sur tout un autre plan, le quotidien Le Confrère de la matinée écrit ce matin dossier de faux diplômes de baccalauréat. Une liste de 195 faussaires publiée. C'est à retrouver en page 5 du quotidien Le Confrère de la matinée. Une liste de 195 faussaires publiés en parlant bien sûr des dossiers de faux diplômes de baccalauréat au Bénin. On va poursuivre cette revue avec le journal La Boussole, affaire du député AND déchu en plénière à l'Assemblée de mai, vers la fin du mandat de l'honorable Jacques Yampabou, écrit le quotidien La Boussole, affaire du député AND déchu en plénière à l'Assemblée de mai, vers la fin du mandat de l'honorable Jacques Yampabou. Les parlementaires à l'épreuve de l'application des tests, c'est à retrouver en page 3 du journal. Commune de Kérou, le bureau de la douane assiégé par les populations. Commune de Kétou, voilà, commune de Kétou, le bureau de la douane assiégé par les populations. C'est à retrouver en page 5 du même quotidien. Repère Média Info. Repère Média Info de ce mercredi. Affaire boucle ferroviaire au Bénin. Après ces échecs judiciaires, Bolloré planifie le licenciement de ses agents. C'est à retrouver en page 8 du quotidien Repère Média Info. Affaire boucle ferroviaire au Bénin. Après ces échecs judiciaires, Bolloré planifie le licenciement de ses agents. Le même journal écrit également début de gel de la crise de la FBF. À Wanwebla, Anjorin et à Tolou signe un protocole d'accord devant le ministre Oswald Omeki. C'est à lire aussi en page 8 du même quotidien. Nord-Sud quotidien pour continuer cette revue des titres. D'évaluation du Naira, les produits nigérians polluent le marché béninois. D'évaluation du Naira, les produits nigérians polluent le marché béninois. C'est le titre à retrouver manchette du quotidien Nord-Sud qui met également à sa une téléphonie mobile. La CEP met MTN en demeure pour la mauvaise qualité de son service. C'est à lire en page 12 du quotidien Nord-Sud. Le projecteur met à sa une ce matin Office national à l'appui à la sécurité alimentaire. Office national d'appui à la sécurité alimentaire. Aucune tonne de riz japonais et des produits du PAM n'a été détournée. Vaine cabale contre l'ancien régime, la prompte réaction de l'ONASA. C'est à retrouver en page 3 du quotidien. Le projecteur accusé de violation du code électoral. Les députés vont sceller définitivement le sort de Jacques Yampabou. Une plénière demain pour décider de la fin du mandat de l'honorable. Écrit également le projecteur qui s'intéresse également aux chefs traditionnels qui demandent à être impliqués dans les réformes en cours au plan politique et institutionnel. Le journal écrit réformes politiques et institutionnelles. Les chefs traditionnels veulent être impliqués. C'est à lire aussi en page 9 du journal Le Projecteur. On va boucler par la une du quotidien Le Coopérant qui revient sur une information déjà relayée par les autres quotidiens lus pour vous. Donc, conseil de régulation du 23 mai dernier. La CEP met MTN en demeure pour sa mauvaise qualité de réseau. Un délai de 3 mois donné à cet opérateur pour mettre son réseau aux normes. L'information est à retrouver à la une du quotidien Le Coopérant, allégation mensongère. Écrit également le quotidien Le Coopérant, allégation mensongère relative au riz japonais et aux produits du PAM. Les clarifications convaincantes, selon le journal bien sûr, les clarifications convaincantes de la direction générale de l'ONASA à retrouver en page 3 du même quotidien. Merci à vous, Koneï HCM, pour nous avoir fait le point complet de l'actualité vue par les Kanas. Mais chose curieuse, les Kanas n'ont pas parlé de la célébration de la journée nationale de l'arbre. On est le 1er juin aujourd'hui. Tout à fait. Et l'actualité, c'est d'abord ça. C'est d'abord ça parce que c'est la 32e édition de la journée de l'arbre. Donc, il faut commencer par faire beaucoup de bilans. Aujourd'hui, où nous parlons de la déforestation, des constats qui ont amené le gouvernement de la rupture à vouloir donc assainir ce milieu, ça veut dire déjà qu'il y a beaucoup à faire, il y a beaucoup à dire également. Ça nous a surpris, nous aussi,
enfin, les journaux que nous avons pu avoir dans notre boîte mail ce matin, aucun de ces quotidiens n'a quand même pas pu parler de cet événement qui est un événement national depuis 32 ans. Ça devait déjà être impliqué dans les habitudes des Béninois, de pouvoir se dire le 1er juin, c'est la journée de l'arbre et il faut planter tout au moins un arbre. Vous avez déjà planté le vôtre? Je ferai ça avant la fin de la journée. Avant la fin de la journée. Le thème retenu cette année est sur site, plantons et entretenons aujourd'hui beaucoup d'arbres pour mieux vivre demain. Que doit-on comprendre à travers ce thème? On doit savoir tout simplement que l'arbre a une très grande utilité pour la stabilité des écosystèmes. Et aujourd'hui, quand on parle de changement climatique, les seuls êtres vivants qui peuvent nous aider à débarrasser l'environnement de ce gaz qui constitue aujourd'hui le gaz qui est en pointe quand on parle de l'effet de serre, le CO2 naturellement, c'est les plantes. C'est les plantes seules qui sont les êtres vivants qui arrivent à capter le CO2 de la nature. Alors, il faut donc planter beaucoup et entretenir beaucoup pour pouvoir débarrasser notre planète du CO2. Et ça c'est très important. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous allez voir qu'au plan international, tous les projets sont beaucoup plus impliqués, convergent vers la protection des forêts. Et c'est en cela que les Européens ou les Occidentaux trouvent que l'Afrique est une porte de sortie quand on parle des changements climatiques, parce que l'Afrique constitue toujours un puits à carbone. C'est-à-dire quoi? Il y a beaucoup plus, la nature encore beaucoup plus présente en Afrique. Et quand on évalue les potentialités des forêts que nous avons en Afrique pour pouvoir fisser le CO2, l'Afrique reste aujourd'hui un puits à carbone parce que l'Afrique n'en dégage pas beaucoup. Ça voudra dire quoi? Ça voudra dire qu'en Afrique, quels que soient les derniers chiffres qui aujourd'hui montrent qu'en matière de déforestation, nous sommes en train de détruire beaucoup la nature, il y a quand même quelque chose qui reste et il faut pouvoir conserver ça. Mais mis à part cela, l'arbre a beaucoup d'autres utilités. Le papier que nous avons en face de nous, ça provient du bois. Et beaucoup d'autres choses qui proviennent du bois. Même l'alimentation, il y a beaucoup de choses que nous pouvons tirer du bois, les médicaments et autres. Mais ces 32 dernières années, est-ce que nous avons véritablement entretenu les plants? C'est une préoccupation, c'est un grand sujet de réflexion. Parce que moi, particulièrement de ma position de journaliste, j'ai eu la chance de participer à une dizaine de journées de l'arbre. On nous envoie dans des forêts, dans des zones très reculées, on plante des arbres, mais à la fin, quand vous retournez sur le terrain, ces arbres ne sont pas entretenus. Et récemment encore, il y a ce projet-là qui a engendré plusieurs milliards, 10 millions d'âmes, 10 millions d'arbres. Oui. Et puis on a même créé un ministère pour ça sous le gouvernement d'alors. Toutes ces initiatives ont-elles concouru à l'entretien des arbres? Alors, il y a deux problèmes qui se posent. D'abord, aujourd'hui, après 32 ans, le bilan n'est pas forcément un bilan, en fait, ça c'est personnel, n'est pas forcément un bilan, à mon avis, assez acceptable, à mon avis. Parce qu'aujourd'hui, il n'est même pas possible d'aller sur le site qui a servi à l'événement en 85, c'est-à-dire la première édition. Ce site n'existe plus. C'est un site, ça s'est passé à Saint-Mécoudi, mais aujourd'hui, ce site-là... Vous me donnez raison, alors. Ce site-là n'existe plus. Ce site n'existe plus tout simplement parce qu'entre-temps, on a eu donc à recaler des populations qu'on a envoyées sur ce site-là. Donc ce site n'existe plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même aujourd'hui, l'histoire de la journée de l'arbre, qui est une grande initiative, sur le continent, ça fait partie des initiatives les plus louables en réalité. C'est vrai que ça ne part pas du Bénin. Rappelons-nous tout simplement qu'au temps de Sankara avait déjà ces genres d'initiatives au Burkina Faso. Mais c'est des initiatives qui ont été saluées dans le temps, qui continuent d'être des exemples. Mais normalement chez nous, ça n'a pas été géré comme cela devait être. Aujourd'hui, on se demande, rien qu'à voir l'aspect de la ville de Cotonou, le plan de verdissement de la ville de Cotonou, que vous allez vous demander, mais est-ce que dans ce pays-là, nous sommes à 32 ans de la journée nationale de l'arbre. Maintenant, le tout ne sera pas de mettre en terre les plants. Il faut pouvoir les entretenir. Ça fait un. De deux, on n'entretient pas les plants comme il faut. Maintenant, de deux, on n'a pas su inculquer, l'attitude-là, ce goût-là aux Béninois. C'est ça en réalité. Parce que ça, c'est des exemples en réalité. Planter un arbre le 1er juin, ça c'est des arbres. Mais aujourd'hui, combien de Béninois taillent vraiment importance à cela? On n'a pas su travailler à cela. C'est pour ça que le projet 10 millions d'arbres, c'est vrai qu'on a pu réaliser des millions de plans chaque année, mais on pourrait aller beaucoup plus au-delà parce que le principe même, c'est d'amener un Béninois... Pour justifier les milliards que les partenaires techniques et financiers ont mis à disposition, parce que ce ministre était tout le temps sur le terrain. Et c'est le même discours, 10 millions d'arbres, et ces plans ne sont pas entretenus.
Bon, malheureusement, c'est le problème que nous avons, hein, et nous avons fait un constat hier. On a fait le tour de quelques sites qui ont servi donc à planter des arbres à Cotonou, mais faites un tour, vous allez comprendre tout simplement que des plants n'ont pas été entretenus qu'il faut, et donc les plants n'ont pas résisté. Maintenant, le problème qui se pose aussi, c'est au niveau des communes. Parce que lorsque l'administration forestière, lorsque le ministère et les initiatives font dans ce sens où on met des plants à terre, ça revient maintenant, l'entretien revient aux communes. Mais au niveau des communes, généralement, il y a des communes qui ne savent même peut-être pas. Qui ne savent même pas que c'est de leur prérogative de pouvoir faire l'entretien vers l'entretien de ces plants. Mais au-delà de tout ceci, il faut que nous ayons encore un sens beaucoup plus civique lorsque nous sommes béninois. Lorsque vous avez un plan qui a été mis à terre, peut-être au niveau de votre voie, au niveau des voies aussi, il faut pouvoir les entretenir. Parce que l'incivisme des populations contribue également à la destruction de beaucoup de plants. Et c'est ça les problèmes que nous avons au Bénin. Lorsque vous prenez nos axes routiers, vous avez vu les infrastructures qu'on réalise à grands frais et qu'on sabote par des problèmes de mauvaise conduite sur les routes. C'est la même chose quand nous avons des plans qu'on met à terre. Merci à vous. Les problèmes que nous avons. Corneille Haïtien, on va poursuivre la réflexion au cours de la troisième demi-heure dans l'instant débat fait croisé. Doit-on continuer de planter des arbres chaque 1er juin? Deux invités vont essayer de répondre à cette question. Josué Boudirenou, le président de l'ONG Nature Tropicale, sera face à Zéphirin Aouga. Lui, il est activiste des réseaux sociaux. À suivre également la chronique politique L'Opinion de James William Gbagidi, l'UN. L'Union fait la nation ou l'utopie de la restructuration d'une coquille vidée. C'est le thème de la chronique L'Opinion de James William Gbagidi. À suivre dans un instant. Le bulletin d'information sera présenté aujourd'hui par Antoinette Sabo. Bonjour. Tranquille à 4 Benotin, bonjour. Corneille Haïtien, bonjour. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce bulletin d'information. Voici le bulletin d'information sur Matin d'Éden, en direct sur votre télévision et sur Diaspora FM 102.3. Première information célèbre aujourd'hui l'édition 2016 de la Journée nationale de l'arbre. Sur le plan national, c'est le site de la forêt classée de Paou qui va abriter la 32e édition de la Journée de l'arbre. Plantons et entretenons aujourd'hui beaucoup d'arbres pour mieux vivre demain. C'est le thème retenu à l'occasion de cette journée. Elle marque également le lancement de la campagne nationale de reboisement 2016-2017. Selon les organisateurs, le choix de Paou dans la commune de Ouida permettra de restaurer des parcelles exploitées dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'aménagement participatif de cette forêt. Plus de détails dans nos prochaines éditions. En début de semaine, les honorables députés étaient à l'hémicycle faisant le point de leur plénière. L'honorable Janvier Yawedewou et René Bagoudou ont été élus comme remplaçants de Candide Azanaï de Sakalafia à la Haute Cour de justice. Amen Didier Hukwendi, Romaric Devoché pour le compte. La plénière de ce mardi a été entièrement consacrée à l'élection des deux représentants de l'Assemblée nationale en remplacement des députés Candide Azanaï et Sakalafia appelés au gouvernement et qui siégeaient à la Haute Cour de justice. La commission des lois que préside Alexis Agbelesessi a présenté le rapport qui fait état de la clé de répartition qui a prévalu à l'élection en 2015 par l'Assemblée nationale de ses représentants à la Haute Cour de justice. Les deux députés Candide Azanaï et Sakalafia étant de la majorité parlementaire, il appartient à la majorité parlementaire de désigner ces deux candidats. Après deux suspensions pour permettre aux différents groupes parlementaires de la majorité parlementaire de s'entendre sur les différents candidats à proposer à l'élection, la plénière a repris après 16 heures pour la phase ultime du vote. Il y a 4 candidats à savoir Janvier Yawedewou de la RB-RP, René Bagoudou de l'Alliance Soleil, Guy Dossou-Mitokwe de l'Union fait la Nation et Gérard Benoti de l'Union fait la Nation. Les députés sont allés au vote secret et le verdict des urnes consacre Janvier Yawedewou et René Bagoudou élus. Sont élus juges à la Haute Cour de justice les honorables Bagoudou René, 54 voix, et Yawedewou Janvier, 52 voix.
Le bulletin d'information se poursuit après le vote des députés qui vont désormais siéger à la Haute Cour de justice. Certains de leurs collègues se sont prononcés. Suivons à présent les réactions de l'honorable René Bagoudou, suivi de celle de Guy Mitopé. Les résultats, le vote de ce soir au sein de l'hémicycle montre une certaine cohésion, un rassemblement d'un groupe au sein de l'hémicycle. Et ce vote a témoigné combien de fois les honorables députés, les élus de la nation sont très solidaires envers leurs amis. Et ce résultat a encore témoigné que les députés ne sont pas seulement des députés d'une zone, sont des députés pour toute la nation. Vous avez vu les collègues, que ce soit du sud ou du nord ou du centre, tous ont voté selon nos affinités. Et c'est le moment, c'est le lieu ici pour moi de les remercier tous, pour toutes tendances confondues. Je les remercie pour avoir porté leur choix à ma modeste personne. Mon état d'esprit, c'est que je suis, comme vous le constatez, c'est une élection, et une élection, on la gagne ou on la perd. Et quand on la gagne, on tire des leçons. Quand on la perd, on tire également des leçons. Donc, pour moi, c'est tout à fait normal qu'on puisse, en tant que député, parfois être confronté à de pareilles situations. En fait, ma participation répondait d'une logique. La logique dans laquelle je pense quand même que selon les accords de législature de 2015, il fallait que les deux groupes parlementaires qui ont vu les députés nommés au gouvernement puissent essayer que le principe qui avait imposé leur élection puisse être respecté. Donc c'est dans cette logique quand même qui s'inscrivait et ma participation à cette élection. C'était d'abord dans le sens du respect des principes qui avaient été arrêtés en 2015, le 19 mai dernier, lors de l'élection du président Adrien Oumbédi. L'autre chose que je retiens de cette élection, c'est que nous devons nous efforcer à tout le temps servir le pays, parce c'était une exigence constitutionnelle qu'on puisse remplacer les deux postes vacants du côté de la Haute Cour de justice. Donc ça a été fait, je pense que c'est notre démocratie qui est en de bonne route. À l'Assemblée nationale, les élus du peuple se sont également intéressés à la question du retrait des gardes du corps policiers gendarmes aux personnalités. À ce propos, le président de l'Assemblée nationale a promis rencontrer le ministre de l'Intérieur afin qu'il rapporte sa décision. Selon Maître Adrien Oumbédi, président de l'Assemblée nationale, la question de la sécurité du Parlement relève des prérogatives de la dite institution. Reportage. Les députés béninois de la 7e législature ont été sommés courant mois de mai par le gouvernement de la rupture, par l'entremise du ministère en charge de l'Intérieur de la sécurité publique, de faire diligence pour choisir leur garde-corps parmi le personnel militaire. Et donc, tous ceux qui ont auparavant pour garde-corps des policiers et gendarmes sont dans la pression et ne savent plus quoi faire. Le commandant militaire de l'Assemblée nationale, restant dans cet ordre de ses supérieurs hiérarchiques de l'armée, a fixé aux députés un délai au-delà duquel ils sont tenus de faire leur choix. Ce délai arrive à expiration fin mai. Le président de l'Assemblée nationale, interpellé par 2 fois à la plénière par les honorables députés, leur a fait comprendre l'esprit qui guide la question de sécurité des personnalités et surtout des députés. On retiendra des propos de Maître Adrien Oumbédi, président de l'Assemblée nationale, que le Parlement est une institution autonome qui, au regard des tests, a sa manière de choisir sa ligne de sécurité. Je réitère qu'il faut que nous prenions contact avec le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Défense, puisque les gendarmes aussi sont concernés par ces arrêtés ministériels. Mais je pense qu'il est d'une bonne gestion des relations avec les autres institutions, avec les exécutifs en particulier, de montrer notre bonne volonté. La bonne volonté, c'est quoi? C'est de laisser partir les policiers en quelque sorte ce soir, de rencontrer le ministre demain
pour qu'il comprenne de lui-même qu'il faut qu'il rapporte son arrêté ministériel. Je vous souhaite éviter en quelque sorte le heurt et l'affrontement entre deux institutions. Voilà. Plusieurs sont les députés qui ne comprennent pas le bien fondé de cette décision du gouvernement. Ils s'étonnent même de l'ultimatum à eux donné. Je suis certain que le ministre de l'Intérieur pourrait comprendre en nous disant, en attendant que le problème soit résolu, que l'on observe un temps, une petite pause, peut-être une semaine, le temps que les responsables de l'Assemblée nationale et ceux du ministère de l'Intérieur se rencontrent pour trouver un compromis. C'est tout à fait gênant puisque nous sommes des élus de la nation. Et affaire question de garde-corps, c'est une question de confiance. Nous avons des affinités avec un certain nombre de garde-corps sur qui nous mettons nos confiances. Donc c'est compliqué, c'est difficile de se lever un matin pour dire bon, on leur retire les garde-corps, on leur change. Non, c'est vraiment gênant pour nous. Sur un autre plan, plusieurs réformes institutionnelles, en l'occurrence celle concernant la perspective d'un mandat unique du président de la République au Bénin, continuent de faire couler beaucoup d'encre et de salive. Quelques citoyens béninois se sont également prononcés sur la question d'un mandat unique au micro de Fléjus Serwan et de Romaric Devouchi. Vous savez que vous avez 2 mandats à faire, 2 mandats de 5 ans à faire ou de 4 ans à faire. Vous allez faire des efforts pour qu'au cours du premier mandat, vous vous battez pour qu'on vous redonne le second mandat. Mais le mandat unique, si je sais que j'ai 5 ans ou alors 7 ans ou 9 ans à faire, je fais ce que je veux parce que je sais qu'on m'a donné 7 ans. Si je fais bien, tant pis. Si je fais mieux, tant pis. Vous voyez un peu? C'est ça qui m'inquiète, moi. La réforme d'un mandat unique, c'est beaucoup plus par rapport à tout ce qui s'est passé au cours de la gestion de Boni Yayi. Donc on ne peut pas, comme on l'a fait pendant la conférence nationale, limiter notre constitution par rapport à une gestion précise. Si on veut mettre la réforme du mandat unique, comme mettre des garanties pour que si un président déraille, même si c'est 2 jours, qu'on le dépose. C'est-à-dire quoi? Qu'on ait la possibilité de faire comme au Brésil, où il y a une institution qui peut arrêter le président, le mettre à côté, gérer pour vérifier pour voir si ce qu'il a fait est d'accord. S'il n'est pas en faute, il peut revenir, continuer son mandat. Mais s'il est en faute, qu'on l'écarte et qu'on élise une autre personne. Bon, moi je pense que c'est une bonne décision. Dans la mesure où les motivations du président étaient claires depuis le début. Dans son projet de société, il a dit que 2 mandats pour un président, c'est souvent quelque chose qui les amène à déconner, à chercher plus de popularité, ce qui les détourne de leur objectif de départ. Vous voyez. Donc, dans ce sens-là, déjà, je vois que c'est une bonne décision que de ramener le mandat à un mandat unique, ce qui permettra au président de se concentrer sur le travail qu'il a à faire. Parce qu'il sait qu'il n'aura plus l'occasion de prouver quelque chose. Donc, il se concentre tout de suite sur le travail qu'il a à faire. Et à la fin, il laisse quand même quelque chose à la postérité. Parce qu'il va vouloir rentrer dans l'histoire forcément. Donc, il sait qu'il a un seul mandat et qu'il n'a pas le temps pour s'amuser. Mandat unique, c'est bon parce qu'on se dit chaque fois quand il y a 2 mandats et le président qui est au pouvoir s'apprête déjà dans son élan à gravir notre mandat, on se dit que ce n'est pas forcément profitable. Parce que nous avons constaté certaines choses sous l'ancien régime. Et ça prête un peu à dire que bon, le double mandat ne permet pas au président de faire le travail comme cela se devait. Mais toujours est-il que, est-ce que c'est adapté au Bénin? Je ne peux pas dire oui, je ne peux pas dire non. Et moi, ce qui m'intéresserait, c'est que s'il y a un mandat unique, que ça profite aux populations. Un mandat de 7 ans, vous voyez, un président qui va gérer sans être inquiété pendant 7 ans. Si au bout de 3 ans, il commence pas mal faire, on fait quoi? On attend les 7 ans?
Voilà, donc l'avis de quelques citoyens béninois rencontrés dans les rues de Cotonou qui donnaient leur avis donc, sur le débat de la réforme concernant le mandat unique. Et vous le savez, le président de la République a mis en place une commission qui réfléchit depuis quelques jours sur la possibilité de mettre en place ces différentes réformes, les réformes institutionnelles et politiques en République du Bénin. Sur un autre plan, hier, on célébrait la journée mondiale sans tabac. Une journée qui sensibilise les populations, surtout la couche juvénile, sur les méfaits du tabagisme et vise à mettre l'accent sur le rôle décisif joué par les professionnels de la santé dans la lutte anti-tabac. La célébration de cette journée initiée par l'Organisation mondiale de la santé OMS remonte à environ 30 ans. Plus de précision dans ce commentaire de Corneille Haïssé. Chaque année, le 31 mai, la communauté internationale célèbre la journée sans tabac, une journée initiée par l'Organisation mondiale de la santé OMS. La première célébration a eu lieu le 7 avril 1987. L'année suivante, la date a été définitivement fixée au 31 mai. La journée mondiale sans tabac a pour but de faire passer une prise de conscience globale sur les dangers du tabac pour la santé des consommateurs comme de leur entourage. Selon les statistiques publiées par l'OMS, sur 650 millions de fumeurs, 5 millions meurent chaque année à cause des problèmes de santé liés au tabagisme. À l'occasion de cette journée, l'OMS et le secrétariat de la Convention cadre de l'OMS pour la lutte anti-tabac appellent les pays à se préparer au conditionnement neutre des produits du tabac. Le conditionnement neutre est une mesure importante de réduction de la demande qui rend les produits du tabac moins attrayants et augmente l'efficacité des mises en garde sanitaires. En dehors de l'Australie, le premier pays à adopter cette mesure, la France, l'Irlande et la Grande-Bretagne montrent aussi l'exemple en promulguant des lois pour imposer le conditionnement neutre à partir de cette année 2016. Profitant de la célébration de l'édition 2016 de la journée anti-tabac, l'OMS appelle les responsables politiques, la société civile et le grand public à prendre des initiatives pour amener les gouvernants à envisager l'adoption du conditionnement neutre. Toujours à propos de cette journée, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, estime que d'ici 2020, c'est-à-dire dans 4 ans, le tabac sera la principale cause de décès et d'incapacité avec plus de 10 millions de victimes par an. Il faut noter que la consommation du tabac a plusieurs conséquences sur le plan social et sanitaire de l'homme. Plus de précisions avec le docteur Jean-Paul Dossou et le socio-anthropologue Aimé Tchefa. Le tabac n'est plus seulement un problème de santé publique, c'est un gros problème de développement. La première chose d'abord, c'est que cela entraîne une dépendance. Lorsque vous commencez à fumer, vous devenez un peu comme un prisonnier du tabac. Vous avez le cœur, les poumons qui peuvent être touchés par des maladies très graves. Et puis vous avez les cancers. Et ces cancers peuvent toucher toutes les parties de l'organisme. Le fait de fumer le tabac n'est pas le seul mode de consommation du tabac. Il y a des personnes qui consomment le tabac sous une forme chiquée, par exemple, en chiquant par exemple le tabac. Le tabac peut être consommé aussi sous forme sucée. Il y a une forme très répandue, de plus en plus répandue, je vais dire, dans notre pays actuellement, par exemple, qui est la chicha ou le narguilé, qui donne l'impression aux gens de fumer quelque chose d'aromatique et parfois même les gens ignorent qu'il s'agit du tabac. Au Bénin, on estime, selon des données de 2013, qu'environ 1600 à 2000 personnes meurent chaque année pour des causes liées au tabac. En tant que femme enceinte, par exemple, lorsque vous fumez, vous exposez déjà votre enfant. Pour une raison ou une autre, il arrive que vous commenciez à fumer, il faut demander de l'aide à des spécialistes, à des médecins qui peuvent vous aider à mettre en place un programme d'arrêt. Comment arriver à un Bénin sans tabac? Actuellement, l'une des mesures phares promues par l'OMS, notamment dans le cadre de cette journée, c'est d'arriver à des conditionnements des boîtes de cigarettes neutres. Le tabac nuit gravement à la santé. Et si dans une société, nous avons plus de sujets et plus d'acteurs qui, pour des raisons de santé liées au tabac, ne sont plus à même de conserver toutes leurs qualités de corps et d'esprit pour pouvoir prendre part au processus de développement, qui est un processus
holistique et globale, il se pose donc un problème de ce que la consommation du tabac sous toutes ses formes absolument est en relation avec un problème de développement. Les parents ont un grand rôle à jouer. La société a un grand rôle à jouer puisqu'en réalité, c'est la société qui est sacrée. La religion, l'Église et ses institutions de croyance, en fait, véhiculent la sainteté. Et je crois que de plus en plus, il faut que nos voyants sociaux soient questionnés sur ces différents sujets et aspects pour qu'on en tienne réellement compte. En inter-actualité, prenons la direction de la Côte d'Ivoire. Les assises, le deuxième procès en assises pour Simone Gbagbo, l'ex-première dame de la Côte d'Ivoire, a débuté hier à Abidjan. Après avoir été condamnée pour une première fois il y a 1 an à 20 ans de prison pour atteinte à la sûreté de l'État, l'ex-première dame comparaît à nouveau pour répondre des chefs de crimes contre l'humanité, crimes contre les prisonniers de guerre et crimes contre les populations civiles commis lors de la crise post-électorale de 2010-2011. Suivons ici la déclaration de l'avocat de Simone Gbagbo et celui de l'État ivoirien. Il s'agit simplement de faire comprendre à la Cour que les infractions pour lesquelles notre cliente est poursuivie ce matin n'existaient pas au moment des faits qu'on lui reproche. Elle est poursuivie pour des faits de 2011, 2010, 2011. En 2010-2011, dans notre juridiction, dans notre ordonnancement juridique, n'existait pas le crime contre l'humanité et le crime de guerre. Nous pensons que le juge d'instruction, la chambre d'accusation, ils ont fait un bon travail et que nous pensons à ce stade-là, nous pouvons juger Mme Gbagbo pour les faits qui lui sont reprochés. Ainsi va l'actualité sur Matin d'Éden. Merci à vous, Antoinette Sagbo, de nous l'avoir présenté. Tranquille Arcade Benoté, merci. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention. Prochain rendez-vous de l'actualité sur Eden Télévision, 13h, 17h, 20h, 23h30. Dims William Ogbagidi, déjà bien installé, bonjour. Bonjour à vous, Tranquille Arcade Benotin. Bonjour à nos amis auditeurs et à nos amis téléspectateurs. L'opinion, l'UN ou l'utopie de la restructuration d'une coquille vidée. Ils ont encore quelque chose à restructurer, ceux-là. C'est la question sans doute cruelle à laquelle mon esprit s'est rendu quand ces derniers jours j'ai entendu parler de la journée de réflexion sur le devenir de l'Union fait la nation. Et la fameuse journée passée, je continue de me demander plus que jamais par quel miracle elle passera, cette refondation. Tant les mots qui minent ce qui aurait pu demeurer la deuxième force politique du Bénin paraissent nombreux, complexes et insolubles. La naissance de l'Union fait la nation en prélude à la présidentielle de 2011, au cours de laquelle nous aurions dû avoir l'intelligence de dégommer Boni Yayi, avait suscité un immense espoir vite rangé aux oubliettes. Défaite consommée, éclatement acté, il aura fallu attendre 2015 et le renfort d'alliés extérieurs pour voir l'Union rebondir, incarnant face à un Boni Yayi toujours solidement accroché à son rêve d'éternité, une véritable force de résistance. Mais 2015 n'aura pas été qu'un exceptionnel millésime pour la famille unioniste. Ce fut aussi le recommencement de la descente aux enfers. Au problème de cohésion interne, à la cupidité dont certains dirigeants et caciques ont été accusés, s'est ajoutée cette incapacité extraordinaire à désigner un candidat au premier tour de la présidentielle de 2016. Une impuissance qui a en fait achevé de disloquer l'Union et que ses membres à l'époque ont voulu à tort ou à raison imputer à l'éruption inattendue en politique des opérateurs économiques passés du statut de sponsor à celui de concurrent. Si le nouveau contexte politique et les réformes en perspective avec l'accession au pouvoir de Patrice Guillaume Athanase Talon sont en principe favorables à l'Alliance, et il faut tout de même admettre que le verre est déjà dans le fruit. Et tant qu'il n'aura pas été extrait, la fusion des partis membres en un autre grand parti, plus grand et plus fort, ne sera jamais qu'une utopie dans les faits. Antoine Kolaole dit, Lazare Maurice Serruito, Saka Fikara, Bruno Ange-Marie Amoussou et les autres auront beau faire de jolis discours, appeler à l'union sacrée, au pardon, à la réconciliation et à la refondation,
il n'en sera pas question tant que les problèmes qui ont motivé le départ des Alliés de 2015 n'auront pas été évoqués et traités, tout comme ceux de même nature qui ont poussé des barons parmi les plus insoupçonnés et les plus insoupçonnables à soutenir en 2016 le candidat présenté par l'ennemi de l'époque, Thomas Boni Yayi. Les diverses allocutions entendues au cours de la journée de réflexion sur le devenir de l'Union fait la nation ont fait litière des problèmes internes. Il n'était même pas question d'évoquer les dissidences, les suspensions et les exclusions, et on a pu se rendre compte que tout ce qui était attendu n'était pas là. On a surtout entendu la confirmation, malgré ses choix récents à l'Assemblée nationale, de ce que l'UN était et resterait dans la mouvance présidentielle pour les 5 années du mandat de Patrice Talon. Je me suis d'ailleurs toujours demandé comment les acteurs politiques, nés intelligents, peuvent affirmer sans avoir aucune idée du mode et de la qualité de la gouvernance d'un chef de l'État dans le futur, qu'il serait et resterait à ses côtés jusqu'à la fin de son mandat. C'est peut-être rassurant pour le président de la République, mais ce n'est pas cela qui fera grandir et se consolider l'Union fait la nation. C'est mon opinion et je la partage. L'UN ou l'utopie de la restructuration d'une coquille vidée, le titre de la chronique L'opinion de James William Ogbagidi au moment où ce grand rassemblement de partis politiques était mis en place. On se rappelle très bien, c'était l'espoir général dans le rang des populations et salué notamment par des leaders politiques d'Afrique et du monde, mais sur le chemin, sur le parcours, cette union a enregistré plusieurs échecs. Très tôt, elle a regardé dans la boule de cristal, avait prévu celui qui allait nous diriger en 2011, en 2021 et même plus loin, mais rien du tout. Ces dernières élections, vous l'avez indiqué, il y a eu certains leaders qui sont allés du côté de M. Sébastien Adjavon, d'autres Patrice Talon, d'autres encore ont choisi de ne rien dire. Mais in fine, on a découvert leur proposition. Il y a certains qui ont décidé d'aller aux joutes électorales, notamment Eric Rondete. Aujourd'hui, que reste-t-il de cette union? Je ne sais pas s'il reste quelque chose de l'Union fait la nation. En réalité, si on devait dire vrai, l'Union fait la nation n'existe plus. Il existe encore des leaders qui avaient réussi à obtenir leur mandat électif en 2015 et qui donc, en tant que députés, ont quelque chose à faire valoir et portent encore le titre de député membre de l'Union fait la nation. Et c'est donc à ce titre-là qu'ils peuvent aujourd'hui encore faire vivre l'illusion de l'existence de l'Union fait la nation. Mais il est arrivé qu'en 2016, on a changé de président de la République et on a changé, semble-t-il, de gouvernance. Nous allons avoir la preuve dans les jours et les semaines, les mois à venir. En tout cas, on a changé des choses et l'Union fait la nation a participé à sa façon, à une façon vraiment chaotique et je dirais même calamiteuse, à l'accession au pouvoir de Patrice Talon, puisqu'elle s'était totalement délitée, vous l'avez souligné, je l'ai dit aussi dans la chronique, elle s'était totalement délitée sur le choix du candidat. Au départ, c'était d'abord le candidat de l'intérieur qui était perçu comme le candidat que devait soutenir l'Union fait la nation. Une déclaration a été faite en ce sens-là même par les leaders de l'Union fait la nation dès que Patrice Talon, alors simple opérateur économique en exil à Paris, a annoncé son intention de se présenter, ou du moins a laissé filtrer son intention de se présenter à la présidentielle de 2016. Les unionistes ont estimé que leur candidat serait choisi à l'intérieur et donc il ne serait pas Patrice Guillaume Athanase Talon. Quelques temps plus tard, on a vu le délitement total, on a vu l'union partir en vrille. Certains députés vont soutenir Patrice Talon justement, d'autres vont choisir, vous l'avez dit, Sébastien Adjavon, d'autres vont se murer dans le silence et parmi les plus insoupçonnés, Basile Rossi et Éric Rondete, qui d'abord a été lui-même candidat à la candidature unique. Ces deux-là vont finir par choisir le candidat de Thomas Boni Yayi, qu'ils ont combattu quand même pendant 10 ans. Voilà donc ce que l'Union a donné comme résultat. Et aujourd'hui, l'Union, avec les restructurations, du moins avec le nouveau départ, pense avoir l'occasion de se restructurer, de prendre appui sur cette ambiance positive et surtout la perspective de réforme qui veut que les grandes alliances puissent remplacer les petits partis politiques. C'est sur cette base-là que l'Union fait la nation peut jouer ou veut jouer pour se redéfinir ou retrouver
une place au sein de la classe politique, mais je me demande si cela sera facile avec ce que nous avons vu ces dernières années. Vous l'avez dit, ce regroupement s'est totalement effrité, même en se basant sur cet objectif qui veut qu'on regroupe les partis politiques au sein de grands creusets. L'Union fait la nation aujourd'hui n'a plus de grands partis en son sein. On a l'impression qu'elle se limite à la personne, par exemple, de Lazare Seruto ou bien à la personne de Idi Kolaolé qui n'ont pas réussi à se faire élire député lors des dernières élections législatives. Si, Idi Kolaolé a pu se faire élire, mais pas Lazare Seruto. Idi Kolaolé a pu se faire élire, mais il ne faut pas oublier non plus qu'il reste encore le PSD de Bruno Amoussou, avec quand même un certain nombre de députés qui se trouvent être à part le PSD, le MADEP, en tout cas force clé, bon, complètement éclaté aussi. L'Union fait la nation aujourd'hui, je l'ai dit, comporte encore quelques personnalités de premier plan qui ont encore la possibilité de se régénérer. Vous savez, si la Soweto a perdu les élections il y a un an, ce n'est pas forcément... les conditions étaient telles qu'il y avait une forte adversité et le pouvoir en place avait positionné contre lui des adversaires qui avaient vraiment pu lui arracher beaucoup de voix. Vous vous souvenez de la candidature de Vodonou qui a pu donc faire échouer, pour dire les choses telles qu'elles se sont passées, Lazare Seruto. Donc, prochainement, je ne suis pas très certain que Vodonou se présentera de nouveau, c'est-à-dire en 2019 ou peut-être en 2020 si les réformes que le chef d'État propose sont validées. Et en ce moment-là, peut-être, on peut observer qu'une régénérescence de certaines personnalités politiques, comme le président du MADEP, Seifou Fagbourou, dans son coin, parce que les FCBE aujourd'hui ne sont plus aussi puissantes. Les forces correspondées émergentes de Boni-Yayi ne sont plus aussi puissantes qu'elles l'ont été il y a quelques mois ou quelques années, et elles vont encore perdre de leur envergure d'ici les prochaines années. Donc, ces personnalités ont encore des possibilités de se repositionner, de revenir au Parlement, notamment pour appuyer la gouvernance de Patrice Talon. Et c'est dans cette perspective-là que se trouvent sans doute ces hommes qui disent aujourd'hui vouloir restructurer l'Union fait la nation et affirment leur allégeance définitive au président Patrice Talon. Et cela nous pose un problème. S'ils affirment déjà leur allégeance définitive au président Patrice Talon, c'est l'Union fait la nation qu'on a connue avant les élections ou la nouvelle Union fait la nation? Parce que l'Union fait la nation qu'on a connue avant les élections présidentielles regroupait les Goulous, regroupait les Éric Rondeté et bien d'autres. Éric Rondeté n'a jamais dit aujourd'hui qu'il fait allégeance totalement au président Patrice Talon. Mieux, on n'a pas vu lors de la dernière initiative de l'Union fait la nation, je crois que c'était au Codiam, la plupart des personnalités qui composaient cette union-là au départ. Oui, effectivement, il y avait de gros absents. On n'avait pas vu grand monde au Codiam. On n'a pas vu ceux qui auraient pu donner cet élan vers la réconciliation, vers la restructuration de l'Union. Mais les leaders présents ont quand même noté que c'est à l'occasion du prochain congrès que l'on parlera des questions qui ont fâché et qui fâchent encore au sein de l'Union fait la nation, notamment le ralliement de certains leaders au gouvernement sortant, au gouvernement sorti, celui de Boni-Yayi. Et donc, pour cette perspective de réconciliation, on peut refaire appel à Éric Rondeté, qui quand même reste une personnalité de premier plan, de classe. Il est premier vice-président de l'Assemblée nationale et il fait partie quand même des députés les plus actifs et les plus combatifs sous Boni-Yayi. Donc, ce n'est peut-être pas suffisant de se fonder sur son ralliement qui a échoué à Boni-Yayi à la fin pour le déclarer définitivement exclu. Je pense que s'il y a des échanges avec Éric Rondeté, il y a des possibilités que ce dernier revienne dans la famille unioniste. Et c'est la même chose pour Basile Akossi, qui également est une personnalité politique importante qui peut contribuer à consolider encore l'Union fait la nation. Quand vous parlez de la nouvelle Union fait la nation, elle n'existe pas encore. Elle pourra peut-être exister si ces gens-là reviennent et que d'autres personnalités politiques intègrent l'Union. Mais le problème qui se pose, c'est qu'il y a un mode de gestion à l'intérieur qui explique que l'Union ait échoué sur tous les combats qu'il a engagés depuis 2011. Et ce mode de gestion, on a parlé de cupidité de certains dirigeants qui veulent
absolument que des fonds soient mis à la disposition avant que tel ou tel ne puisse se présenter à une élection. Je ne sais pas si cela est vrai. On a parlé de beaucoup d'autres choses. On a parlé de listes qui sont traficotées à l'occasion des dépôts de candidatures. Énormément d'accusations ont été portées contre l'Union pour la Nation. Et si le parti, ou du moins si l'Alliance ne réussit pas à modifier cette vision que ceux de l'intérieur ont et que ceux de l'extérieur confirment, on ne pourra pas espérer la voir devenir l'une des forces politiques de grande envergure que Patrice Talon propose pour remplacer la multitude de partis politiques que nous avons dans le pays. Donc la nouvelle Union pour la Nation existera peut-être, mais il faudra d'abord que ceux qui la composent, ceux qui composent l'ancienne et l'actuelle Union pour la Nation puissent faire leur acte de contrition et démontrer qu'ils ont véritablement changé. Est-ce qu'il y a vraiment une possibilité de réconciliation au sein de ce regroupement de partis politiques, l'Union pour la Nation, lorsqu'on a assisté à tout ce qu'on a vécu pendant les élections? On a demandé à des intellectuels de venir participer à des primaires. À un moment donné, on leur a dit non, allez sur le terrain, allez démontrer votre capacité de rassemblement sur le terrain. Ils sont allés sur le terrain, ils ont fait tout ça, et à la fin, les primaires n'ont plus lieu, tout ça. Est-ce que c'est facile aujourd'hui de réconcilier tout ce monde-là, les Goulous, les Récondétés, tout le reste, en faveur de l'Union pour la Nation? Vous savez, l'avantage de l'Union pour la Nation, c'est d'avoir des personnalités qui ont des fiefs plutôt différents, des fiefs plutôt séparés. Donc, il y a encore cette possibilité que, même si on ne s'aime pas plus que ça, si on ne s'accepte pas plus que ça, à l'occasion des élections législatives, tout au moins, on a un certain intérêt à travailler ensemble parce que chacun défendra un fief qui ne sera pas celui de l'autre. Donc, les uns ne vont pas empiéter sur les plates-bandes des autres. Si, par exemple, le PRD et la RB ont rapidement quitté l'Union pour la Nation, c'est parce que dans leurs fiefs respectifs, d'autres membres de l'Union pour la Nation leur faisaient ombrage ou leur disputaient les postes. Prenez force clé avec la RB, c'est le même bastion électoral. Quand vous prenez le PRD avec le MADEP, c'était également le même bastion électoral. Et c'est ainsi que ces forces-là ont dû se retirer de l'Union pour maintenir leur influence dans leurs zones respectives. Dans le cas actuel, ceux qui sont membres de l'Union et ceux qui sont restés membres de l'Union jusqu'à vers la fin, avant le délitement consécutif à la présidentielle de 2016, ou du moins qui a précédé la présidentielle de 2016, ceux-là ne sont pas donc concurrents dans leurs régions respectives. Et donc, dans la perspective d'élections législatives, d'élections communales, il y a possibilité qu'ils restent plus ou moins ensemble, mais il y aura toujours un marché de dupes, il y aura toujours un peu de mensonge, un peu d'hypocrisie entre eux. C'est quand il s'agira de désigner un candidat pour la prochaine élection présidentielle, puisque Patrice Guillaume Talon, qui est président de la République, annonce qu'il ne se présentera pas à la prochaine présidentielle. C'est quand il s'agira donc de désigner de nouveau un candidat pour la présidentielle que nous allons voir encore une fois les limites extrêmes de l'Union pour la Nation. Mais derrière tout ça, il y a des opportunistes, parce que sûrement certains vont accepter revenir à l'Union pour la Nation juste pour participer aux élections législatives de 2019. Et juste après les élections de 2019, il y aura encore un autre éclatement. Bien sûr, c'est exactement ce que dit. Ils vont revenir à l'Union pour les législatives. Et quand il s'agira de désigner le candidat de 2021 pour la présidentielle, il y aura de nouveaux éclatements, il y aura de nouveaux délitements. Ceux qui voudront soutenir le candidat proposé par Patrice Talon vont aller avec lui. Ceux qui voudront choisir le candidat proposé par d'autres forces politiques vont aller avec cette force politique. Peut-être même que les forces Kori.Bene émergents auront réussi à se maintenir comme une force politique d'importance et capable de proposer une alternative à la gouvernance Patrice Talon. Peut-être en ce moment-là, des unionistes pourront encore rejoindre ces forces Kori.Bene émergents. Boni Yayi est peut-être vaincu aujourd'hui, mais il n'a pas déposé totalement les armes, il continue d'être actif. Peut-être continuera-t-il de soutenir cette alliance et pourra-t-il maintenir cette alliance un peu parmi les forces politiques les plus importantes du pays. En tout cas, FCBE reste aujourd'hui la première force politique et nous attendrons minimum 2019 pour savoir si ça a changé. Donc, il y a ce risque-là et c'est un marché de dupes dans lequel la politique béninoise nous traîne. Je ne sais pas quel type de réforme le président Patrice Talon pourra proposer pour qu'on arrive
à vaincre définitivement cette hypocrisie politique dans laquelle les partis vivent, les alliances de partis évoluent dans notre pays. Et surtout le problème de la transhumance politique. Oui, la transhumance politique, elle au moins on peut la régler par je dirais, la codification de l'exclusion définitive d'un membre d'un parti politique qui quitte son parti à l'occasion ou du même en cours de mandat. C'est-à-dire qu'il perd en même temps le mandat s'il quitte le parti politique. Cela va rendre les députés, les conseillers et consorts beaucoup plus fidèles, beaucoup plus responsables dans leurs différentes alliances. Mais cela ne suffira pas. Il y aura des hommes politiques qui, vers la fin totalement d'un mandat, ou à la fin d'une gouvernance, décideront comme ça de ne plus soutenir, seront prêts à accepter de perdre le poste parce qu'ils veulent s'allier à une autre force politique qui va les soutenir pour revenir au Parlement. Il y a même des gens qui vont rester sans démissionner de l'Alliance, mais qui vont commencer à prendre des positions ou vont, à l'occasion de votes secrets, vont voter contre leur alliance simplement parce qu'ils ont déjà pris d'autres engagements avec d'autres forces politiques. La politique au Bénin, c'est quelque chose de très délicat, de très difficile à comprendre et à gérer. Et je ne suis pas très sûr que les réformes proposées par notre président de la République vont réussir en 5 ans, comme lui-même le dit, en 5 ans, à rendre la classe politique béninoise plus vertueuse. En tout cas, la commission y travaille, ici, on verra bien la suite. L'opinion, l'UN ou l'utopie de la restructuration d'une coquille vidée, c'était donc le thème de la chronique L'opinion de James William Gbagidi. Restez avec nous, on va suivre M. Frédéric Dandé Véron. Il est le maire de la commune de Bopa. C'est lui qui a accepté participer à la rubrique Pousser la chansonnette pour le compte de ce numéro de Matin d'Éden. On va le suivre. Il est bon de voguer sur les lacs aimés quand le temps est serein, fredonnant un refrain. Il est bon de voguer sur les lacs aimés quand le temps est serein, fredonnant un refrain. Non, c'est bon. Il est bon de voguer sur les lacs aimés quand le temps est serein, fredonnant un refrain. Ça m'a marqué, surtout par ces temps de chaleur quand nous allons sur les lacs aimés pour se défouler, soit dans la pirogue ou même en nageant simplement. Je me rappelle la fraîcheur et tout le plaisir que nous avions à nous défouler sur l'eau. Et ça me rappelle les amitiés. Il est bon de voguer sur les lacs aimés quand le temps est serein, fredonnant un refrain. Il est bon de voguer sur les lacs aimés quand le temps est serein, fredonnant un refrain. Il ou elle pousse la chansonnette sur Matin d'Éden. Merci, bravo! Le maire de la commune de Bopa qui a accepté pousser la chansonnette, James William Gbagidi. Quelques notes des souvenirs laissés par le grand Gégé Viké. Oui, justement, des souvenirs laissés par le grand Gégé Viké, comme vous le dites. Et le maire avait bien l'air d'un jeune enfant quand cette passion l'a prise de pousser la chansonnette pour nous. On le remercie déjà et ça nous permet aussi d'évoquer la mémoire de ce grand béninois, de ce grand chanteur béninois qui, malgré tout, que l'on peut considérer comme étant parti trop tôt, mais qui nous a quand même laissé un très bel héritage qui est sa musique. Merci à vous, James William Gbagidi. Retrouvez un autre numéro de Pousser la chansonnette demain. Voici la chanson du jour, Isla, les héritiers. Ils sont en collaboration avec Aïssi. Le titre qu'il nous propose, c'est bien Akoro. J'espère que je prononce très bien. Akoro, juste après l'instant débat, doit-on continuer de planter des arbres chaque 1er juin? Deux invités, Josué Bodjrenou, il est le président de l'organisation non gouvernementale Nature Tropicale, Zéverin Aouga, activiste réseaux sociaux. Pour le compte de cette journée, bien entendu, le thème retenu sur l'ensemble du territoire national est, je cite, « Plantons et entretenons aujourd'hui beaucoup d'arbres pour mieux vivre demain ».
les héritiers. Maman ici, Aziza Chikampo. Son du ciel, aux amis Lelemo, luweke me fion, we madonu de ombe we no ko. Fami tu meo, me de kuna ni wanu we o no bi. Hotole meo me bi kuna do sisi nu o no bi. Nu fano se we do we bo, betona do bunako. We madwali de tio, betu we kuna jolo mente o. Chaque jour, vous êtes nombreux au Bénin, en Afrique et dans le monde à nous faire confiance. Recevez-nous sur satellite EO33, Eutelsat 33A, fréquence 108.05, symbole rate 30001, polarisation verticale. En local, bande UHF, fréquence 719.25, système de son VG.
Après plusieurs mois d'absence, votre émission Droit et Devoir revient avec des sujets encore plus intéressants, des thèmes qui touchent votre quotidien. Prenez donc le rendez-vous. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'avoir choisi Eden TV pour vous informer sur l'actualité africaine. Info d'Afrique, c'est une édition qui vous permet de revivre tous les événements qui se sont déroulés dans la semaine sur le continent. C'est tous les dimanches à partir de 11h. Doit-on continuer de planter des arbres chaque 1er juin? C'est le thème de l'instant débat fait croiser sur Matin d'Éden en direct sur Diaspora FM 102.3. Peggy Ludovic Dagba, bonjour. Bonjour à vous, tranquille à 4 Bellotin, chers amis téléspectateurs et auditeurs, bonjour. La question, elle est toute simple, elle tient sa source du constat malheureux que nous faisons depuis quand même 32 ans où on parle de planter d'arbres chaque 1er juin de chaque année. Alors, la question, est-ce qu'il faut continuer par planter les arbres? Surtout lorsque nous parcourons depuis 32 ans tout ce qui est fait. Où est le couvert végétal qui devrait normalement résulter de 32 ans d'action de plantation d'arbres? On n'en trouve pas. Vous interrogez, eh bien, les autorités en charge de la question, elles vous diront, le défaut, c'est celui des populations, qui n'entretiennent pas ces arbres qui sont mis en terre. Mais l'entretien de l'arbre une fois planté relève encore d'une autre gageure. Dans cette émission, nous allons analyser la situation et voir quels sont les freins à cette situation qui, ma foi, est déplorable. Et pour nous aider à le faire, Josia Dossou-Bougenou est dans ce studio, sur ce plateau. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes président de l'ONG Nature Tropicale. Bien sûr. Merci d'être avec nous. Face à vous, monsieur Zéphirin Aouga, il est philosophe de formation, mais activiste sur les réseaux sociaux, qui également se fait fort, notamment d'aborder ces questions de l'environnement. Merci d'être avec nous, monsieur Zéphirin Aouga. Merci beaucoup, monsieur Peggy, et merci à vous aussi, monsieur Tranquillin. Alors, ma toute première question à vous, monsieur Aouga, un 1er juin 1985, vous étiez où et comment ça s'est passé? Comment vous avez vécu ce 1er jour-là de l'arbre? J'étais à Cotonou et c'était le président Mathieu Kérékou. C'était une bonne chose puisque au début, tout le monde, la conscience avait été celle de constater qu'il faudrait qu'on puisse sauvegarder l'environnement et que déjà notre pays qui est connu comme un pays côtier, on avait déjà commencé par sentir les effets de la désertification et tout. Les Nations Unies ont pris conscience de cela et ça a été demandé aux États de prendre des précautions pour quand même empêcher la désertification. Donc c'était une bonne initiative au départ. Mais 32 ans après, voilà, nous en sommes là et le constat que vous venez de faire dans votre introduction, ce constat est là et patent. On ne sait pas si on a évolué ou pas. Il y a un technicien ici, spécialiste du domaine, il va nous dire, mais malheureusement, je constate que ce n'est pas ça. Il y a eu plus de tapage que de concrétisation. Monsieur Josué Bojrenou, vous êtes le président de l'organisation non gouvernementale Nature Tropicale. Votre ressenti à l'occasion de la célébration de cette journée? Bon, je crois qu'il faut féliciter les autorités de cette époque qui ont quand même pris conscience et qui ont constaté que, avec tous les débats qui se menaient en ce moment sur la protection de l'environnement, les effets peut-être du changement climatique en son temps,
l'avancée du désert, ces autorités ont quand même pris les choses rapidement en main pour dire, mais attendez, il faut commencer par agir. En prenant au Conseil des ministres cette décision de célébrer l'arbre. Depuis 1985, je crois que c'était quand même une initiative qu'il fallait qu'on saluait en ce moment. Et on pensait que... Est-ce qu'il n'y a pas eu de réticence à l'annonce, à la prise de cette décision-là? Non, pas du tout, il n'y a pas eu de réticence. Tout le monde a suivi? Attendez, c'est dit, bon, je crois que ce que ces autorités avaient commencé par faire, montrer l'importance de l'arbre, c'est-à-dire amener les gens, de façon symbolique, l'autorité va planter l'arbre, c'est pour montrer le geste à faire. Le chef de l'État. Le chef de l'État. Et c'est au grand public. Mais malheureusement, le constat est là. Le problème, ce n'est pas les autorités. C'est d'abord l'individu. C'est l'homme. C'est l'homme que nous constituons. C'est dit. Tout le monde pense que... Est-ce que c'est... La question, ici, c'est les journalistes qui posent des questions. Mais nous sommes devant la télévision. C'est de poser la question aux Béninois. Chacun qui nous regarde, combien d'arbres chacun a planté? C'était la question. Combien d'arbres chacun a planté? Si les Béninois ont compris vraiment ce que représente l'arbre dans leur vie, je crois qu'on ne va pas supplier les gens. Mais qu'est-ce qu'on a fait pour qu'ils comprennent l'importance de l'arbre? Attendez. Un petit exercice consiste à demander aux gens, ben attendez, est-ce que l'arbre c'est important pour vous? Les gens voient seulement l'arbre quand on fait meuble. Mais vous voyez, vous êtes dans un building ici. On n'a pas construit cette maison sans l'arbre. C'est dit que même en commençant la fondation de votre maison, on a utilisé des planches pour faire le coffrage du bas. L'arbre commence là. C'est dit parce qu'il y a des gens qui ne se rendent pas compte de leur impact négatif et apportent leur contribution pour que ce soit dans la durée que les choses s'améliorent. C'est dit, il n'y a pas cette personne au monde. Vous savez, il y a des gens qui disent, nous sommes des végétariens. Mais c'est bien. Tout le monde est d'abord mangeur de végétaux avant de manger des carnets, c'est-à-dire de la viande. C'est que tout le monde utilise l'arbre et rien au monde ne remplace l'arbre. Cet exercice consiste à voir un peu comment nous consommons l'arbre. C'est dit que depuis notre naissance, c'est dit que quand les enfants naissent, même pour faire certaines cérémonies, on a besoin de plantes, des feuilles. Vous voyez? Beaucoup de feuilles. Maintenant, toute votre vie, vous mangez l'arbre tous les jours. Quand vous vous levez le matin, vous prenez de la bouillie. C'est la forêt qu'on a détruite pour planter le céréal qui vous a donné. C'est du charbon qu'on a utilisé pour préparer la bouillie que vous avez pris le matin. Mais mieux, c'est le bois de chauffe. C'est le bois de chauffe. Ça veut dire que c'est pour montrer ce que le bois représente pour vous. À midi, c'est la même chose. Le soir, c'est la même chose. Qui sur terre ne consomme pas de végétal? Tout le monde consomme. Mais maintenant, je parlais du bâtiment. Pour les gens qui ne se rendent pas compte, quand ils voient des buildings avec du verre partout, c'est qu'il faut leur rappeler que juste pour commencer la fondation, c'est le bois. Pour faire les échafaudages, aujourd'hui, on voit des barres de fer et autres, mais allez voir les portes, allez voir, il y a toujours le bois partout. Quand vous êtes dans votre maison, les meubles qui sont chez vous, c'est le bois. Est-ce qu'il y a des écoles dans ce pays, je dirais même au monde, où les enfants ne s'asseyent pas sur du bois? Dans votre salon, vous avez le bois partout. Votre bibliothèque. Mais le pauvre, dans son village, il dort sur le bois comme celui qui est en ville, qui a le lit avec du bois qui date de 200 ans. Il dort sur du bois peut-être qui date de 2 ans. Mais c'est le bois. La natte, c'est du végétal. Que les gens se posent la question pour démontrer si le bois n'est pas à leur quotidien. Mais quand nous mourrons là, c'est encore dans du bois. C'est dans du bois qu'on nous enterre. Mais dans certaines religions, les gens disent non, on ne nous enterre pas. Oui, mais on ne vous enterre pas dans du bois. Mais les linceuls qu'on utilise pour embellir, c'est-à-dire pour mettre le corps, c'est le bois qu'on a détruit pour faire du coton qui a servi à faire les linceuls. Et maintenant, quand vous allez chez les bouddhistes, on les brûle. Ce n'est pas le fer qu'on met pour brûler, c'est du bois. Ça veut dire que
il y a ce travail qui n'a pas été fait. Donc l'arbre est omniprésent dans la vie de l'homme. Ce n'est pas omniprésent, c'est dit que l'homme est l'arbre. Le jour où l'arbre disparaît là, l'homme disparaît. C'est que vous respirez de l'air pur. Pourquoi on vous dit il faut sortir de Cotonou pour respirer de l'air pur? L'arbre donne de l'oxygène. L'arbre capte tout ce qui est mauvais que nous produisons comme gaz et dégage de l'oxygène. Le président de la République, Mathieu Kérékou, avant de partir, un jour a dit, il était à New York. Et c'est-à-dire à son retour d'une mission, il dit quand on est loin, on voit beaucoup de buildings. Mais quand on est en dessous, il est difficile de voir le sommet. C'est-à-dire on ne voit plus les buildings. Pourquoi? À New York. Pourquoi? Parce que l'arbre s'est planté sur toutes les routes. Ça permet de capter tout ce qu'il y a comme gaz d'échappement que nous produisons. Vous voyez, quand il y a le trafic et le go-slow, vous voyez la circulation. Vous qui êtes des gens qui sont en moto, vous voyez tout ce que vous respirez. Quand l'arbre est là, l'arbre permet d'atténuer cela. En son temps, les autorités avaient compris. Mais moi, j'ai dit, le problème, d'abord, ces mêmes autorités n'ont pas accompagné leurs actions Ce n'est pas la sensibilisation, c'est la conscience. Il faut changer de la tête des gens tout ce qu'ils avaient de mauvais. Que chacun puisse comprendre que je le fais pour moi-même, pour mieux vivre sur cette terre, que de dire on fait pour les autorités. À Cotonou, il y a quelque chose de très grave qui se passe. Il y a beaucoup de gens qui piquent crise chez eux, qui font certaines maladies, mais dû au fait que nous circulons dans un environnement très pollué. Regardez des gens qui vont à l'Étoile pour faire le sport, les samedis. Regardez le nombre de camions qui tournent autour. Et même les bus qui quittent à 7 heures. C'est le moment d'en parler, parce que beaucoup de gens n'ont pas conscience. Quand vous courez, vous avez besoin de capter plus d'oxygène. Ailleurs, dans les pays où les gens ont compris plus tôt, même en ville, il y a des forêts urbaines pour permettre aux citadins de trouver des lieux où ils peuvent prendre de l'oxygène mieux que ce qu'ils ont dans les bureaux. Donc vous voulez dire que c'est mauvais d'aller pratiquer son sport hebdomadaire à l'Étoile Rouge? C'est très très grave ce qui se fait. Quand les gens vont, et après avoir dépensé de l'énergie, ils doivent respirer de l'air. Et c'est de la fumée qui sort directement des véhicules qu'on respire. Parce qu'on croit que les quelques arbres qui sont là suffisent pour faire quelque chose. Les gens se rendent malades. C'est pour vous dire que un milieu où l'arbre se retrouve, d'abord on voit toujours c'est plus beau. Mais quand il fait plus chaud sur le goudron et vous allez sous ces arbres-là, vous avez quand même de la fraîcheur. Voilà des choses que l'arbre nous apporte. Mais surtout, la chose la plus capitale, c'est l'oxygène que nous respirons. Mais quand vous vous retrouvez dans un milieu comme ça, où vous pensez venir prendre de l'oxygène, et vous ne respirez que les fumées. Parce que quand vous courez, votre organisme a besoin de plus d'air. Mais c'est en ce moment-là que vous captez cet oxygène. Vous avez dit dans votre introduction que ce n'est pas la faute aux autorités, mais sur ce cas précis, c'est la faute aux autorités. Non, parce que la plupart des espaces, on va prendre l'avis d'abord de M. Zéverin Aouga, vous êtes activiste des réseaux sociaux. La plupart des espaces, en tout cas, des espaces verts ont été vendus par les autorités. Et ça n'existe pratiquement plus à Cotonou. Il y a ça, je comprends bien ce qu'il dit, mais là où vous avez raison, M. Tranquillin, c'est quoi? Du moment où il s'agit d'un programme, on en dit 10 millions d'âmes, 10 millions d'arbres. Il s'agit d'un programme. Ça, c'est récent, ça. Oui, c'est un projet. Mais même depuis le général Mathieu Kérékou, c'était ça. C'était ça. Mais une fois que c'est un projet et que c'est un programme, on doit le gérer. Si la gestion est mal faite, c'est la faute aux autorités. Oui. Alors, donc, il faut savoir comment est-ce que les communes, les 77 communes, comment est-ce que les 77 communes sont impliquées dans ce programme. Quel est le rôle qui est dévolu aux maires, aux autorités locales et tout cela, puisqu'il ne suffit pas de trouver un emplacement et puis le 1er juin, tout le monde va faire le cinéma, on met les plantes en terre et puis après on disparaît. Et puis depuis 32 ans, où sont les forêts? Où sont les plantations? Mais monsieur Aouga, l'autre question qu'on se pose, comment dans une ville comme Cotonou, la métropole, la capitale du Bénin, la capitale économique, je veux dire, la vitrine, on ne puisse pas avoir d'espace vert? Voilà.
Il n'y a pas quelque part où on n'a pas aménagé, on a aménagé, pardon, comment dire, un espace vert avec des arbres, avec du gazon. Mais il n'y a rien. Votre collègue l'a dit, mais quand dans un pays où le foncier est mal géré, où on vend tout, alors qu'il y a des techniciens qui ont prévu, même dans certaines zones où on veut faire le lotissement, où les techniciens d'aménagement et d'environnement, tout ça là, font des aménagements et tout, mais vous ne retrouvez plus les emplacements qui sont réservés pour telle infrastructure, pour les écoles, pour l'espace vert. Il y a tout ça qui est prévu. Hein. Les techniciens font leur travail. Mais les autorités qui doivent, qui sont en dessous, mais les gens vendent tout. C'est ce que les populations ont pu acquérir. L'exemple simple, c'est au niveau de l'échangeur de Godomé. Oui. En quittant Cotonou pour Calavi, à votre droite, vous avez un petit espace là. Il y a une maquette, la maquette a montré qu'on devait mettre des arbres là, un jardin, tout ça là. Monsieur José Baudrello, je rappelle aux auditeurs que vous êtes le président de l'ONG Nature Tropicale. Voilà la problématique. J'avais la chance de discuter par exemple avec, en tout cas, une autorité municipale qui m'a dit que ces 10 dernières années, dans la commune d'Abomey-Calavi particulièrement, ces espaces-là réservés par des géomètres qui devaient être aménagés, tout ça, ont été vendus. Voilà. Vous savez, c'est dit le plus grand problème. Moi, je reviens toujours. On a toujours dit que les ONG sont là pour critiquer les autorités. Le problème ne se pose. Attends, qui est autorité? Vous-même, autant que vous êtes, si vous faites le choix, vous allez devenir autorité. La conscience est individuelle. Est-ce que chacun joue son rôle? Mais comment comprendre que ces autorités-là qui doivent jouer ce rôle-là ne jouent pas? Ne la jouent pas, la parfois, c'est elle-même qui achète ces espaces parce qu'elles veulent toutes rester à Cotonou. Non, je dis c'est de votre faute. C'est de la faute du citoyen. L'autorité que vous mettez. Il y a des tests qui réglementent tout. Le plus grand problème, c'est l'application. Quand vous constatez qu'une autorité fait quelque chose, la loi vous permet. L'article 27 de la Constitution dit que chaque citoyen a droit à un environnement sain, a le devoir de le défendre. L'État a l'obligation de l'accompagner. Voilà des choses qui existent, que nous avons. C'est un outil pour chacun pour avancer. Mais personne ne sait. Ah non, la Constitution, nul n'est censé ignorer la loi. Oui, ça, vous avez posé la question. Ça, c'est le principe. Attends, nous sommes partis de 85. Tout à fait. Aujourd'hui, quand moi je regarde le bilan, c'est moins que zéro. C'est dit qu'on n'a absolument rien fait. Ah, les autorités ne vous entendront pas. Mais de cette oreille, hein. Attendez. Elles vous diront qu'il n'y a pas où. Chaque année, on va à Kwaou. Oui, vous allez à Kwaou. Encore comme ce matin. L'autre chose, en 1985, monsieur Joséa, le site qui a abrité la première édition, c'était à Samipodi. Ce site, il n'y a plus. Le site est quasi inexistant. Ça doit être un symbole. Vendu, certainement. Oui, c'est quasi inexistant. Quasi inexistant. Moi, je dis, on n'est pas là pour critiquer les autorités. Moi, je dis, la faute, c'est chaque citoyen. Les autorités avaient un travail à faire. Elles ont pris la décision, mais c'est la sensibilisation qui n'a pas accompagné. Maintenant, en plus de la sensibilisation, c'est qu'il faut mettre en place des dispositifs. Si tu ne fais pas, tu payes pour ça. Si on avait mis en place ces dispositifs, les gens auraient compris que, attends, planter des arbres, ce n'est pas plaisir aujourd'hui, c'est une obligation. Les dernières décisions ont dit, on suspend l'exportation du bois et les gens crient. 2011, c'était l'année internationale au niveau des Nations Unies pour les forêts. En 2011, la société civile a subi des revers inexplicables. C'est en 2011 que le Bénin a été classé 3e pays où il y a plus d'exportation du bois, alors qu'on n'est pas un pays forestier. Des gens qui se sont battus, des gens ont fait la prison parce qu'ils ont dénoncé ce qui se passait. Les ONG ont fait des pétitions. Elles ont demandé d'arrêter le commerce. Si on n'arrête pas, ça va s'arrêter de lui-même. Les bois qu'on prélève là, ce n'est pas les bois de 20 ans, 30 ans, 40 ans, 80 ans. Quand vous allez voir les réglementations dans notre pays, la CITES par exemple, Convention sur le commerce des espèces de faune et de flore menacées, il y a des annexes qui disent telle essence là, compte tenu de l'état, du statut de cette essence, on ne peut pas les vendre sans autorisation.
Mais c'est ça qu'on jette dans les conteneurs. Et c'est ça qu'on vend. Le bois dur. Ce n'est pas 80 ans. Hein. Mais maintenant, posez la question à ceux qui vendent le bois là. Est-ce qu'ils ont planté des arbres qui ont atteint... remplacement. Non, ça c'est un autre discours. Vous savez, on a fait des tests et on nous fait miroiter que les tests existent, les plans d'aménagement existent. Mais il faut laisser le problème de bois. Le bois que les gens ont vendu. Il y a le tech que l'ONAB peut vendre, que l'ONAB cultive. C'est quand vous faites votre maïs. Ça fait 3 mois, ça donne, vous allez vendre. Vous faites tech, ce n'est pas en 10 ans que ça va donner. Mais quel gouvernement est venu à faire des programmes sur 40 ans, 30 ans? On fait des trucs de 5 ans, de 5 ans, et après, on dit, on peut faire bois de feu, parce qu'on a besoin du bois pour cuire. Mais les bois d'œuvre qu'on vend là, les techs, moi je dis depuis 15 ans, je ne sais pas si des gens ont cette chance. Moi je fabriquais des aquariums. Et je recommandais à mes clients les techs pour faire les meubles. Mais Béninois, même tech cultivé au Bénin, parce qu'on veut l'argent, le tech n'est plus pour les Béninois. Mais l'argent ne se mange pas. Ça, c'est plantation, ça. Mais à part ça, c'est que les gens sont partis dans les forêts. Ils ont détruit tout. L'arbre et la forêt constituent l'habitat pour certaines espèces. L'arbre, c'est la source d'eau. Quand on vous dit qu'il y a une source d'eau, quelque part là, l'arbre protège l'écosystème qui nous fournit de l'eau. Mais on détruit tout ça là. Et après, on va se plaindre. Mais nous, on a toujours dit, quand ça va finir, le commerce là va mettre... C'est-à-dire on ne mettra pas fin, le commerce aussi va finir. Parce que si vous plantez un arbre, vous allez attendre 30 ans, 40 ans. 32 ans, on parle de journée de l'arbre. Si on avait vraiment pris conscience, on a fait ce qu'il fallait. Chaque citoyen aurait compris l'importance de l'arbre. L'arbre, c'est du business. Vous plantez aujourd'hui, au bout de 5 ans, si vous voulez l'utiliser pour bois de feu, au bout de 40 ans, ça veut dire que vous allez partir, vos enfants vont continuer. Le Béninois ne réfléchit pas comme ça. Les gens vont jusqu'à couper le dernier bois. Moi, j'ai vu quelque part, dans mon village, où les gens ont coupé des quinines et on met dans pousse-pousse. Et le conteneur au bord du goudron là-bas, on va vendre ça aux Pakistanais. J'ai vu ça au Bénin ici, dans la vallée de l'Ouest. Les gens, ça dit que le besoin est tellement grand. Ça veut dire que c'est un business. Des gens aujourd'hui qui doivent faire des pépinières de différentes essences. Des gens, vous avez un terrain quelque part, 2 hectares. Encore qu'au Bénin aujourd'hui, il y a beaucoup de ventes anarchiques de ces terres. Pour mettre en valeur vos terres, on va mettre quelques plants, on oublie. Vous entretenez 2 ans, le reste, la nature fait. Le problème qui se pose au Bénin, on a planté, les gens ont fait le folklore en plantant les arbres, personne ne retourne là-bas. Les arbres que vos caméras vont filmer là, 6 mois après, repartez pour voir. Vous voyez de la brousse et l'essence n'existe pas. Nous avons des cas, vous n'avez pas besoin d'aller loin. Même sur nos plages, on met les cocotiers. Tout le monde, même des fondations viennent, nous plantons les arbres, on brandit, on monte à la télé. C'est du folklore. Comment on plante un arbre avec le terreau, le fumier qu'a fourni le pépinériste? C'est avec ça qu'on plante un arbre et on s'en va. Fini. L'arbre va se nourrir avec ça toute sa vie. C'est faux. Et c'est là que je dis qu'il y a toujours du business. C'est que... Et ça pose le problème de l'entretien de l'arbre. C'est ça, c'est ça. C'est que l'arbre, c'est la vie, c'est quelque chose qui vit. D'abord, vous allez voir, c'est comme si je vais à la plage et je vais mettre des palmiers, au lieu de mettre des cocotiers, par exemple. Ça veut dire qu'il faut savoir quel type d'arbre planter, où. Ça, c'est un. Maintenant, vous plantez l'arbre. Comme vous mangez 3 fois ou 4 fois par jour, l'arbre aussi a besoin de se nourrir. Et l'erreur grave, la journée de l'arbre. Quand vous parlez avec les administratifs, ils disent non, c'est pour lancer la plantation des arbres. Vous savez ce que ça a mis dans la tête des Béninois? Et moi, j'ai des preuves. Et c'est ça, je dis, c'est question de conscience. On doit changer ça. Si on ne change pas, on va faire des discours à la télévision, on va parler, rien ne changera. Ça a mis dans la tête des Béninois que c'est en juin qu'il faut planter l'arbre. Parce que le Béninois est fainéant. Il ne veut pas entretenir. Un plan de suivi? Non, ce n'est pas une question de plan. Toute l'année? Non. Ça a mis dans la tête des Béninois. Je suis parti, on a fait une évaluation dans le cadre du MCA. On a visité des mairies qui sont dans les programmes PFR. Et on a vu, parce que dans le programme PFR, c'est le volet environnement
est-ce que les mairies ont pris conscience pour protéger leur cadre de vie, assainissement et autres? On est parti dans une mairie et on a vu des plans. C'était au mois de mars, comme ça. On a vu des plans, des pépinières, c'est-à-dire, bon, c'est pas une pépinière, mais c'est des plans qu'on leur a offerts pour planter dans leur environnement immédiat. Et on a demandé aux agents, mais ces plans-là sont squelettiques, c'est-à-dire qu'ils ont mis ça à la place, ils ont mis ça au garage. C'est-à-dire carrément au garage, quoi. Ils ont aligné ça au garage. Mais tout est sec, ça ne peut plus pousser. On a demandé pourquoi vous avez mis ça là. Pourquoi vous n'avez pas planté? Ils ont dit non. Nous sommes au mois d'avril, mars, avril, comme ça. Ils ont dit non, nous entendons. En juin, on va planter ça. C'est la réponse, ça. Mais rien ne poussera. Mais ils ont dit, on leur a donné ça. Mais ils disent c'est en juillet qu'ils vont planter. Je suis parti ailleurs. Chez un dignitaire, j'ai trouvé qu'il y avait les gens avaient une ONG est partie encore donner. Au Bénin, là, c'est don. On donne toujours. Nous, on refuse ça, là. On leur a donné. Et le dignitaire a mis dans sa douche. Et quand il se lave, ça arrose en même temps. Et j'ai dit, mais attendez, c'était au mois de février. J'ai dit, mais vous pouvez planter au moins tout autour et vous entretenez. Ils ont dit, non, c'est en juin qu'on a dit de planter les arbres. On attend juin parce que les autorités nous ont amenés à devenir encore plus fainéants pour que, quand on plante l'arbre, on laisse à la nature. Parce qu'on pense que l'arbre d'abord a besoin seulement de l'eau. Quand on plante en juin, c'est la saison des pluies. C'est ça qui est grave. Quand vous allez au Burkina, vous allez au Mali, c'est des pays sahéliens. Il pleut peut-être 3 ou 4 mois par an. Non, pas 3 mois, plus 2 mois. 2 mois par an. Mais les gens ont des arbres en ville, vous ne pouvez pas, même quand vous tournez autour, vous ne pouvez pas tenir le tronc. Vous voyez des trucs comme ça. Ça veut dire que c'est une question de conscience. Les gens doivent comprendre l'importance et chacun va agir. Alors, M. Soufouaouga, par rapport à ce tableau assez sombre, il faut quand même apporter des solutions. Est-ce que, après le programme pour les plantations d'arbres, est-ce qu'il ne faut pas commencer par concocter des plans pour le suivi de ces plans qui sont mis en terre? Justement, c'est là où... Parce que là, ça pose un problème réel. Vis-à-vis, lui, comme il est dedans plein, il ne veut pas heurter nos autorités. Moi, je reviens dessus. Ce n'est pas qu'on n'est pas contre nos autorités, mais il faut quand même être responsable. Quand vous avez le titre qu'il faut, vous devez agir en conséquence. Et quand vous mettez un programme en place, vous devez le suivre de bout en bout. Il ne suffit pas de faire le théâtre le 1er juin, et puis après, M. Tranquillin l'a dit, le premier endroit où on a fait cet exercice-là, aujourd'hui, vous allez là, vous ne verrez rien. Il a parlé des cocotiers qu'on plante au bord des plages, là, sur nos plages. Vous allez, même à Cotonou ici, déjà à partir de 1970, en 70 déjà, mais à Cotonou, vous quittez Tokpa et vous allez juste devant le hors des arbres, tout ça là, mais c'est rien que de gros arbres en ce moment-là. Là, il n'y avait pas encore de la double voie, on n'avait pas, il y avait seulement une seule voie. Vous quittez Tokpa pour aller, c'est de gros arbres. Vous quittez l'église Saint-Michel pour aller vers Kabouma, c'est rien que de gros arbres. Vous quittez le rond-point entre la jonction entre Tokpa et Saint-Michel, vous allez au cinéma Vogue là. Mais pourquoi on a appelé le quartier là Atikame? C'est rien que de gros arbres. Et on a dû couper tout ça là pour pouvoir faire tracer. Le quartier n'est plus à Atikame. Le quartier n'est plus à Atikame aujourd'hui. Donc Cotonou... Il est toujours à Atikame, sauf que de nom. Voilà. Donc les autorités qui veulent jouer sur la conscience de la population, pour montrer à la population que l'arbre est très important pour nous tous, pour la vie. Et le rôle de l'arbre est vraiment incontournable dans notre existence, et qui mettent en place un programme, ils doivent y mettre du sérieux. Et c'est de leur sérieux que la population va prendre conscience que vraiment c'est important. Mais quand vous-même vous allez faire le théâtre et que vous disparaissez, après le 1er juin, personne ne retrouve. Le chef de l'État, nos chefs de l'État, avec tout le respect, est-ce qu'ils demandent à leurs subalternes, aux ministres, aux cadres, est-ce que même les ministres de l'Environnement, après le 1er juin, quels sont devenus les plans qu'on a mis en terre? Et quel est le rapport qui fait maintenant l'argent même qu'on dépense pour tout ça là? Est-ce qu'il y a un gouvernement à demander qu'on lui fasse le point? On sait que dans les ministères, les gens ont l'habitude de faire les rapports, hein? Mais est-ce que c'est vraiment, ces rapports sont réels? Parce que nous autres, on ne constate rien.
on ne constate rien. Et c'est triste. Et aujourd'hui, vous allez voir ce que la chaleur fait dans ce pays. Moi, j'ai fait au moins près de 7 ans au Niger. Au Niger, au moment où moi j'étais, on avait, c'est en avril qu'on a le pic de la chaleur là-bas, en avril. Mais vous avez au moins 45-46 degrés à l'ombre. En ce moment, à Cotonou ici, on avoisinait peut-être les 32, les 33. Mais aujourd'hui, nous sommes jusqu'à 40 aujourd'hui aussi. Ça veut dire que ça chauffe sérieusement. Ça veut dire que quand on parle de l'avancée du désert, tout ça là, c'est voilà les phénomènes qui nous permettent d'attester qu'effectivement, nous nous approchons de ces pays sahéliens-là. Et si on ne fait rien, on ne met pas les arbres en place, on ne réfléchit pas sur l'environnement pour améliorer le cadre de vie, tout ça là. Mais, pas fini, mais les gens ne sauront plus comment faire pour vivre quand même ici sur Terre. Alors que la nature, même Dieu même qui a créé la Terre, a tellement mis tout en place pour que nous puissions vraiment, pour que l'être humain qu'il a créé puisse trouver un environnement pour vivre. Et puis c'est quand même criminel. Oui, et c'est nous les humains maintenant qui détruisons tout. Mais reconnaissez que c'est quand même criminel que tu es en train de vendre tes espaces retenus pour les jeunes, des espaces verts. C'est les mêmes, comme je le dis, c'est les mêmes autorités là, qui les achètent. Sont-elles obligées de venir vivre à Cotonou, de venir vivre à Porto Novo ou bien à Bomé-Calavi? Il y a des endroits un peu partout. Elles ont même acheté même des rues. Moi, je dis, c'est peut-être un peu fort, peut-être la gourmandise de nos autorités. Vous avez expliqué quelque chose, le cas de l'Étoile Rouge. Les jeunes qui viennent faire le sport, ils n'ont pas conscience. C'est toxique. C'est toxique. Et ça, je pense qu'il faut le dire, vraiment. Il faut insister là-dessus. À part l'Étoile Rouge, quel endroit on peut retrouver encore Cotonou où les jeunes se retrouver? Il faut quand même attirer l'attention des gens sur ces phénomènes. Mais aussi, il ne faudrait pas que dans les 20 ans à venir, qu'on constate que de nouvelles villes au Bénin soient pires que Cotonou. Et c'est là, je dis, il y a la gourmandise. Parce que quelques années passées, on a constaté que dans certaines mairies, des autorités se sont retrouvées en difficulté à cause des problèmes de vente de terre, des trucs comme ça. C'est que cette gourmandise continue. On attire l'attention. Vous allez à Ouaga, au cœur de la ville, il y a une forêt urbaine. Forêt urbaine. Wow. Et vous constatez chez nous aujourd'hui, mais malgré tous les discours qu'on tient, les gens continuent à bazarder les marécages. Oui. Mais j'ai dit sur un média un jour, c'est mieux pour nos autorités, maintenant, là, actuelles. Dans les communes où on doit encore faire des lotissements, c'est mieux pour ces autorités de prévoir avec les urbanistes des forêts urbaines, c'est-à-dire des habitats naturels qui existent, qu'on va transformer pour devenir des forêts pour accueillir des citadins demain, que de faire des projets pour construire des hôpitaux. Parce que les gens pensent qu'on fait des hôpitaux, on peut améliorer la santé et autres, mais c'est mieux de prévenir, parce que quand vous êtes dans un environnement sain, vous vivez mieux, vous prévenir de certaines maladies, que de laisser les choses s'installer et vous allez créer des hôpitaux pour dépenser encore plus d'argent. Et je crois que c'est des choses comme ça qu'on doit amener. Il ne faut pas que nos autorités qui sont là aujourd'hui, vous allez dans pratiquement toutes les communes, si vous laissez les communes à statut particulier, ou à Parakou, il y a encore d'espace, mais dans les autres communes, quand vous êtes à Cotonou, Porto-Novo, il n'y a plus... C'est-à-dire tout a été vendu. Il faut reconnaître ça. Mais je dis tout le temps, c'est la faute de chaque citoyen. Parce que les gens savent toujours ce qui se passe. Mais on l'a dénoncé où? Vous voyez des autorités, on dit les déclarations des biens et autres. Non, le Béninois est cupide. C'est-à-dire que le Béninois veut avoir tout seul. C'est comme ça qu'on empiète sur l'environnement. Ces autorités-là, qui vont jusqu'à acheter des rues, allez voir. On achète au nom de son enfant, au nom de ceci, au nom de cela. Mais après, ils vont laisser tout ça là. Ça leur pose même des problèmes. Ça leur pose des problèmes. C'est ça. C'est qu'on se dit, c'est moi, je dois avoir tout. Et on s'accapare de tout. Mais après, on fait quoi avec? Rien. Mais on crée plus de problèmes. Il y a plusieurs immeubles à Cotonou, je ne vois personne dedans. J'ai dit, mais attendez, ces autorités, c'est ceux qui ont ces maisons-là. Elles collectivent les maisons. Malheureusement, j'ai dit, ces autorités rendraient service à l'humanité s'ils permettent à la génération montante, les enfants qui viennent des régions reculées
et qui ne savent même pas où dormir pour s'éduquer, pour aller à l'université, par exemple, viennent et souffrent pour chercher des maisons de 15 000, de 20 000, alors qu'il y a des immeubles. Il n'y en a plus, il n'y en a plus. Il y a plus de maisons de 15 000. Alors que 35 000. En son temps, ces gens-là n'ont pas acquis parce qu'ils avaient quand même les moyens propres pour les avoir. Ils ont perturbé la nature, ils ont détruit. Vous voyez, il y a des phénomènes qui vont arriver plus bientôt, les prochaines pluies. Vous allez crier avec vos caméras pour aller voir la façon dont on est en train de fermer le lac et autres. Les autorités voient ces choses. On ferme le lac avec les ordures. Les autorités voient ça, n'agissent pas. On détruit l'environnement. On a des impacts négatifs sur l'environnement. Après, on vient pour crier. Et après, c'est dit. Le problème, quand ça se pose, quand ça se déclenche, ça devient problème de tout le monde. Mais au moment où ça se passe, les gens savent. Mais qui a dénoncé? Le problème aujourd'hui, ce n'est plus de dénoncer. Il faut que vous aidiez les gens à comprendre les textes qui existent, les lois qui existent, en commençant déjà par notre Constitution. La Constitution nous permet à chacun, en ce qui nous concerne, si vous avez un problème environnemental qui se pose dans votre milieu, vous devez défendre cet environnement. L'État a l'obligation de vous accompagner. Mais si vous allez voir les administratifs, ils font le truc là, ils se montrent plus intelligents que vous vous plaindre dans la justice. Maintenant, si la justice trouve que l'administratif a raison de ne pas appliquer un test, vous publiez ça à l'international. Parce qu'on ne peut pas être pays aussi riche, où on a des ressources, où on est tout le temps en train de tendre la main. Mais quand vous allez tendre la main aux gens, les gens vont dire, mais on vous a donné l'argent pour protéger vos forêts, vous avez utilisé l'argent pour d'autres priorités, mais vous revenez encore pour demander l'argent pour les mêmes choses. On ne vous donnera pas. Maintenant que les gens comprennent qu'ils ont réellement des problèmes, les solutions vont arriver. Ne vous en faites pas. Vous voyez au Burkina, les gens, naturellement, ils sont désertiques. Mais ils ont travaillé pour maintenir l'équilibre. Mais nous sommes côtiers, nous avons de la pluviométrie est bonne. C'est-à-dire, on a mis dans notre conscience que c'est pendant la pluie qu'il faut planter l'arbre. Et 30 ans après, le bilan, c'est quoi? Pas d'arbre. Non, c'est très simple, hein, monsieur Boudia. Nous sommes en train d'importer, puisque nous, on est côtiers, on est en train d'importer le désert. Malheureusement. Dernier mot, parce que nous arrivons au thème de cette émission. Moi, je crois que c'est un débat très intéressant et c'est bien d'attirer l'attention de tout le monde sur la problématique là. Mais moi, je retiens toujours que dans une république, c'est une société organisée. Bien sûr. Et les personnes qui sont chargées de jouer tel rôle, elles ont l'obligation de les jouer correctement. Alors, ceux qui s'occupent de ces questions-là, les médias doivent nous aider. C'est à eux de jouer leur rôle pour que les autres qui ne sont pas responsables immédiatement de jouer ces actions-là puissent vraiment suivre, prendre le pli et les accompagner. Mais si les autorités elles-mêmes ne font pas bien leur travail, nous reviendrons encore des années après sur les mêmes questions. Il faut que également les citoyens également prennent leurs responsabilités. Tout à fait. Et c'est les autorités qui doivent monter l'exemple, c'est ce que je dis. Ah oui. On va faire par exemple pour que ce qui se faisait sous le roi Guizot, quand vous mettez un enfant au monde, on plante un arbre. Est-ce qu'on peut revenir à ça? Non. Je crois qu'il faut féliciter ses ancêtres qui ont fait des choses. Ouais, mais les choses ont beaucoup évolué. Aujourd'hui, on démontre qu'un individu tue un arbre de 2 ans par semaine juste pour préparer un arbre. Oui, la prise de conscience. Au lieu d'en planter. Vous tuez chacun, en ce qui nous concerne, un arbre de 2 ans par semaine juste pour préparer. Si vous multipliez 52, parce que par an, vous tuez 52 arbres de 2 ans. Si vous multipliez par votre âge, vous savez combien d'arbres vous avez tués. Wow. Et quand vous savez cela... Nous sommes des criminels. Attendez, vous allez vous poser la question, mais si je continue comme ça, qu'est-ce que je laisse pour les autres? Mais le Béninois n'a pas dans sa pratique de laisser quelque chose pour les autres. Pour lui, il fait son temps, il s'en va. Mais c'est que Dieu demande les comptes. Parce qu'on ne peut pas avoir les problèmes de manque de pluie. Manque de pluie, ça a des impacts sur notre alimentation. Et vous allez vous dire que c'est parce qu'il y a un mauvais sort. Non, c'est parce que vous avez tué tout. Il y a des problèmes de catastrophe. Le grand vent emporte toutes les maisons. On va poser la question. Celui qui a coupé l'arbre que Dieu a donné, a dit que lui, il a utilisé seulement sa force pour aider à couper. Il a aidé les gens à transporter dans le conteneur. On l'a payé. Il est satisfait.
Mais le jour où son toit s'envole, il dit c'est celui qui connaît l'acheteur de l'arbre. Il a vendu l'arbre et lui, il a construit rez-de-chaussée. Ça veut dire que le vent n'emporte pas son toit. Vous voyez un peu comment les choses se passent. Les gens savent, on ne peut pas tuer les arbres, on ne peut pas créer des impacts négatifs pour l'environnement et après s'agenouiller pour prier pour que Dieu amène la pluie. C'est l'homme qui doit agir. Et si l'homme n'agit pas, les problèmes vont s'empirer. Et quand les problèmes vont s'empirer, c'est nous qui partons. Il faut retenir que nous ne pouvons pas vivre sans la nature. Mais la nature peut vivre sans nous. Et moi, je demanderais à nos autorités qu'on pourrait maintenant aller loin. Nous allons travailler. Il faut qu'on légifère pour imposer à chaque Béninois la plantation d'arbres. Parce que nous avons trop détruit et maintenant nous devons contribuer à reconstituer. Si chacun plantait un arbre seulement, un programme, vous parlez de 10 millions d'arbres, 10 millions d'arbres. Il n'y a pas eu le volet sensibilisation et application des tests qui existent. Je vous demande, si par exemple dans chaque commune, on dit une maison, un arbre, l'État ne sortira pas 5 francs. Devant chaque maison, il y aura un arbre. S'il n'y a pas d'arbre, les impôts peuvent vous faire payer. Nous, ONG, nous avons besoin de l'argent pour accompagner les gens dans ce travail-là. Merci à vous. C'était donc l'instant débat fait croiser. Une seconde. Si Guézo, en 1818, parce que c'est 1858, il a fait 40 ans, a eu la conscience de dire, lorsque chaque enfant naît, il faut planter un arbre. Je crois que nos autorités d'aujourd'hui doivent aussi avoir la même conscience et faire bouger les choses. Merci à vous. Très belle conclusion. Matin d'Éden se poursuit. On va accompagner nos invités avec une chanson proposée par Isla Les Héritiers en collaboration avec Haïti. Isla Les Héritiers. Maman ici, Aziza Chikampo. Son du ciel, aux amis Yeah.
Isla Les Héritiers en collaboration avec ici le titre Akoro. Voilà le groupe d'artistes qui a accepté de nous accompagner au cours de ce numéro de matin d'Eden. Merci de votre fidélité renouvelée à Eden Télévision Diaspora FM 102.3. Restez zen sur nos antennes. À bientôt.